Coucou mes petits curieux de nature et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions, le podcast où on répond à des questions que vous saviez pas que vous aviez. Mon nom est William et je suis comme toujours accompagné de l'énigmatique Hélène. Énigmatique, j'adore ça. Ben oui, parce que on sait pas de quoi tu vas nous parler. T'sais. Mais on dirait qu'à chaque introduction que tu fais, j'ai tout le temps une nouvelle... J'allais dire qualité, mais c'est pas nécessairement une qualité, là, d'être Un nouveau énigmatique. qualificatif. Ouais, c'est ça. Mais là, vous savez pas de quoi je vais parler. Voyons donc, vous avez pas lu le titre? Ben, c'est pas toujours clair, hein. Je veux dire, à ce moment-ci qu'on enregistre, on sait pas encore c'est quoi le titre. Non, effectivement. Écoute, moi, je me suis demandé pourquoi certaines villes sont malades. Mais encore... Non, mais tu sais, on entend souvent parler du syndrome de Stockholm, par exemple, du syndrome de Paris, des choses comme ça. Fait que pourquoi il y a des villes qui sont associées à des syndromes? C'est quoi l'origine de ces syndromes-là? Bien hâte de savoir tout ça. Ouais. Puis toi, tu veux nous parler de quoi? Ben moi, de mon côté, je vais aussi parler d'origine de nom, mais plus de remise de prix. Un peu comme, ça vient d'où, ça? Les Oscars. C'est vrai, c'est qui, Oscar? Ben, tu vas le savoir tantôt. OK. Ben avant ça... On lance le générique. Yes, sir. Hey Will, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode style quiz, non? Ben, je me suis dit que cet épisode-là s'y prêtait parfaitement. Fait que voici comment je l'ai imaginé. Je vais te nommer le nom d'un syndrome avec la ville qui est associée, évidemment. Puis j'aimerais ça que tu tentes de l'expliquer. Tu sais, c'est quoi le syndrome? Puis tu peux même essayer de me dire pourquoi il porte ce nom-là. Eh boy. Est-ce que ça te va? Parce que sinon, là, dis-le-moi, on arrête l'enregistrement puis je m'en retourne réécrire mon épisode, là. Ben écoute, 2 minutes et demie, c'est assez pour un épisode, c'est fini là. Non, écoute, je vais échouer lamentablement, mais ça me fait plaisir d'essayer. Je pense pas. Je pense que tu vas être quand même bon. OK. Fait que le premier dont j'ai envie de te parler, là, c'est le plus connu, celui qu'on a parlé en intro, le syndrome de Stockholm. Est-ce que tu peux me le décrire puis me dire son origine? Ben, le syndrome de Stockholm, c'est quelqu'un, disons, qui se fait kidnapper puis qui finalement tombe, pas en amour nécessairement, mais qui va apprécier la personne qui l'a kidnappé. Donc, elle se ramasse un peu pris dans tout ça. Puis au niveau origine, je dirais... c'est quelqu'un qui est arrivé en Suède, il a vraiment détesté ça, puis finalement il est tombé en amour avec le pays. J'adore! Mais non, c'est pas ça. C'est pas mal plus simple que ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le syndrome de Stockholm, de un, qui êtes-vous? Et de deux... Il y a pas de choses. Tu sais, des gens, ils peuvent pas savoir. Je vais pas juger, mais je juge un petit peu. Non, mais pour ceux qui connaissent pas le syndrome, ça se manifeste quand une personne qui est prise en otage, kidnappée, séquestrée, va commencer à sympathiser avec son ravisseur. Fait que pas nécessairement tomber en amour, c'est ça, j'avais pas le bon terme, là, mais... Mais c'est ça, elle va éprouver de la compassion pour son bourreau. Les personnes qui ont le syndrome de Stockholm vont développer une confiance ou un sentiment positif envers leur ravisseur au point où elles sont capables de justifier leurs gestes et de s'interposer face aux autorités pour les défendre. C'est fou, hein? Ouais, puis ce syndrome-là, il touche pas seulement les prises d'otages, mais toutes les situations où un sentiment de sympathie se développe entre une victime et son bourreau, comme dans le cas de la violence conjugale. C'est ça que j'allais dire, on y pense pas, mais ça en fait littéralement partie, là. Exactement. Au niveau de l'origine, c'est aussi bête que le premier cas où on a identifié un syndrome de Stockholm chez des gens, c'est lors d'un braquage dans une banque de Stockholm en 1973. Je me disais, ça doit être ça, plus l'explication, mais je trouvais quelque chose de plus mais rigolo à dire. Mais j'aimais ton explication un peu funky. Donc, Jan-Erik Olsson est entré dans la banque, il a tiré des coups de feu au plafond et il a crié que la fête commence. Sauf que les sirènes de police se sont fait entendre assez vite, fait que le party a pas trop pogné tout de suite, là. Yann, il a compris que la police était proche, donc il a décidé de se cacher dans la salle du coffre et il a forcé 4 employés à venir avec lui dans le but de les utiliser comme monnaie d'échange dans le cas où il y aurait des négociations. Au début, il disait qu'il accepterait de les libérer à condition d'obtenir en retour 3 millions de couronnes suédoises, là, donc la monnaie locale. 2 pistolets, des vestes par balles et une voiture. Il demandait aussi à pouvoir sortir de la ville sans que la police n'intervienne, l'intercepte, peu importe. Ouais. Et surtout qu'on autorise Clark Olofsson, son ancien co-détenu, et probablement le gangster suédois le plus célèbre de l'époque, à le rejoindre dans la banque.
Ah oui, ok. Genre qui sortent de prison, qui puissent venir dans la banque, là. Exactement. Ok. Les sources que j'ai trouvées me permettent pas de confirmer que la police a répondu à toutes ces demandes. Fait clairement pas la dernière, là. Ben justement, celle d'amener Clark Olofsson dans la banque, ça l'a bel et bien été accepté. La police a négocié une réduction de peine avec Clark en échange de son aide pour protéger les otages et raisonner Yann, quitte à le tuer. Ah ouais, ok, mais comme t'es déjà en prison anyway, man. Prends un des guns que t'es supposé y amener pis gunne-le. C'est ça. Sauf que, ben, visiblement, il avait pas prévu que Clark il retournerait sa veste et déciderait de participer au braquage. Non, un criminel fait un crime avec la personne qui est amie avec. C'est ça. Oh, lisse. Un braquage qui va durer pas moins de 6 jours, hein? Ah, ok, 6 jours. Ouais. Au bout des 6 jours, les autorités y ont fini par percer un trou dans la salle du coffre, ce qui leur a permis d'entendre tout le monde discuter, les otages et les ravisseurs. Mais la police, ça faisait quoi pendant 6 jours? Hey, je sais pas. Regarde, ça s'est passé en 73. Il y a des archives qui ont été brûlées quelque part, là, mais... Je sais pas. Puis ça leur permettait justement, c'est ça, d'entendre tout le monde discuter très calmement, voire même plaisanter. Puis ils se sont dit que c'était le bon moment pour lancer des gaz lacrymogènes, ce qui obligerait tout le monde à sortir de la salle, hein? Et que le party termine encore. C'est ça. La police a demandé à ce que les otages sortent en premier, mais aux surprises, les otages ont refusé. Il y avait peur que les autorités tirent sur Yann et Clark, donc en sortant après les braqueurs, ben les policiers oseraient pas ouvrir le feu pour pas risquer de blesser ou d'abattre un otage, hein, une personne innocente. Une fois que tout le monde est sorti, ben, les victimes ont également demandé à ce que les ravisseurs soient bien traités parce que, et je cite, ils ne leur ont pas fait de mal. Certaines personnes sont même allées visiter Yann et Clark en prison, là, certaines personnes qui ont été prises en otage. Ouais. Le psychiatre Nils Bejerot, qui était présent lors des événements, il a analysé le comportement des otages durant et suivant l'événement traumatique qu'ils ont vécu, puis il a posé un diagnostic jamais vu jusqu'ici, hein. Lors d'une prise d'otage, si les bons paramètres sont réunis et que les victimes sont bien traitées, ben elles pourraient développer de la sympathie pour leur bourreau, voire un certain ressentiment envers les autorités. Ah. Il y a eu un documentaire que, en toute transparence, je n'ai pas eu le temps de regarder, qui s'appelle « Le jour où Stockholm est devenu un syndrome », qui relate grosso modo les faits du braquage. Et il y a une des otages, Kristen Enmark, qui expliquait que le premier braqueur, Yann, il s'en foutait un peu là, des employés de la banque. Elle avait peur aussi parce qu'il semblait nerveux, imprévisible. Elle savait pas si, justement, elle allait y passer. Mais quand Clark est arrivé, c'était vraiment autre chose. Il s'est occupé des otages, il les a détachés, il leur a permis d'appeler leurs proches pour les rassurer. Il leur a dit où se mettre pour éviter qu'ils prennent une balle perdue si jamais il y avait des coups de feu qui étaient tirés. C'est vraiment le deuxième qui a mené au syndrome, là. Ben c'est ça, elle a dit explicitement « J'avais 23 ans, j'étais terrifiée et cet homme est arrivé en me disant « Je vais te protéger et je m'occupe de toi ». Fait qu'il a retourné sa veste, mais en même temps, il a protégé les otages un peu comme la police voulait. Exact. Maintenant, est-ce que le syndrome de Stockholm existe vraiment? Honnêtement, c'est sujet à débat. D'abord, il paraîtrait que le psychiatre sur les lieux, il a jamais vu Kristen et les autres otages nécessairement. Okay. Fait que c'est comme si le diagnostic était basé sur aucune vérification, aucun examen fait en profondeur. Puis même Kristen aussi, elle en doute, dans le sens où elle dit que même si Olofsson, il était gentil avec elle, ben son but, c'était pas de faire ami-ami avec, là, c'était vraiment une stratégie de survie pour elle, là, de comme sympathiser avec lui, même si elle admet qu'elle avait parfois plus peur aussi de ce que la police allait faire que ses preneurs d'otages, parce que justement, il disait des choses comme si vous utilisez tel moyen, ben on va tirer sur les otages ou peu importe. Ouais. C'est à se poser, est-ce que c'est un syndrome? Pas nécessairement, mais c'est comme dans tout, quand tu apprends à connaître quelqu'un, ben tu peux plus comprendre sa psyché. Exact. Donc, c'est pas un syndrome per se. Parce que de l'autre bord, ça peut arriver aussi, comme il y a tout le temps dans les films, genre la victime qui est kidnappée, qui essaie de se faire connaître plus pour qu'elle ne soit plus juste un objet, mais vraiment une personne. C'est ça dans les deux sens. Ben c'est ça, humaniser un petit peu, je pense, la personne que tu es, puis que t'es pas juste un objet de négociation, là, dans le fond. Puis il y a eu beaucoup d'erreurs aussi de la part de la police là, dans la gestion de cette situation. C'est sûr, ça leur a pris 6 jours. Ben, c'est ça aurait pu mettre en danger la vie des otages, à commencer par le fait qu'ils n'ont pas bien identifié Yann sur le coup. Donc, quand la police a voulu ramener son frère pour négocier, ben c'était un peu inconnu. Fait que Yann, il a un peu vrillé, puis il s'est mis à tirer en l'air encore une fois.
Wow. Au moins, il a pas fait souffrir personne. Ils ont aussi utilisé du gaz lacrymogène, comme je l'ai dit plus tôt, alors que Yann avait explicitement dit qu'il tirerait sur les otages si ce genre de méthode était utilisée. Heureusement, j'imagine que Clark l'a calmé ou de quoi, il n'a pas tiré sur les otages. Tout ça pour dire qu'il y a une théorie comme quoi le syndrome de Stockholm, ce serait une façon de protéger les forces de l'ordre en détournant l'attention et en stigmatisant les victimes, parce que tout le monde se dit comme, ben voyons, tu peux pas, tu sais, avoir de la sympathie pour quelqu'un qui, techniquement, te fait vivre l'enfer. Fait que ces gens-là sont souvent perçus comme fous, tu sais. Puis la littérature scientifique, elle reste très faible. On s'entend qu'il n'y a pas énormément de cas non plus. Puis t'as pas envie de mettre un humain dans une situation de prise d'otage juste pour analyser s'ils vont développer un syndrome de Stockholm. Il n'y a aucun critère de diagnostic qui est explicitement décrit et le syndrome ne figure pas ni dans la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, ni dans le DSM-5 qui est la référence en psychiatrie. Fait qu'on le connaît énormément, mais finalement, il existe pas nécessairement. Ça a été tellement médiatisé, vu que justement, ça a duré 6 jours, tu sais, ça a fait le tour de la planète. Après ça, c'est remis dans les films, les séries, etc. C'est ça, exact. Le second, je suis pas mal sûre que c'est toi qui m'en as parlé la première fois, c'est le syndrome de Paris. Ben, j'ai entendu le nom, mais je pourrais pas te dire c'est quoi. Non? J'étais sûre que c'est toi qui m'en avais parlé. Ben, je sais pas. Moi, dans ma tête, là, tu me dis syndrome de Paris, je me dis c'est que t'as l'impression d'être en amour avec quelqu'un juste parce que t'es dans la ville de l'amour. OK. Non, pas vraiment. OK. En fait, c'est un peu l'équivalent d'un choc culturel ou d'un sentiment de désillusion pour les touristes. Oui, c'est moi qui t'en ai parlé. C'est ça, je suis pas folle, OK. Bon, ce qui se passe, c'est que les touristes vivent une profonde déception en se rendant compte qu'un endroit comme la ville de Paris n'est pas du tout comme ils se la sont imaginés ou comme elle est présentée dans des films ou des séries, par exemple. Ouais, c'est des versions romancées, là. Fait qu'on a l'impression que c'est plus grand que nature, mais au final, c'est une ville. Tu sais, c'est une très belle ville, mais c'est une ville. Ben, ça va vraiment plus loin que ça parce qu'il y a plusieurs symptômes qui sont associés, notamment l'anxiété, des hallucinations, de la tachycardie, un sentiment de persécution, des signes de dépression et même des idées noires parfois. Les maudits Parisiens veulent pas que j'apprécie Paris. Non, mais non seulement les touristes vivent souvent un décalage horaire, mais aussi un décalage culturel parce que ça toucherait principalement les touristes asiatiques. OK. C'est vraiment un Instagram versus reality pour eux, puis c'est quelques dizaines de personnes là, qui en seraient touchées par année. Okay. Les déclencheurs vont varier d'une personne à l'autre, mais souvent c'est relié au bruit abondant, aux foules, à l'attitude froide ou à l'impolitesse des Parisiens, par exemple, etc. Mais je sais pas si c'est aussi une partie du fait que c'est culture orientale versus occidentale, fait que comme le clash culturel est plus fort aussi. Exactement, pour ces personnes-là. Tu sais, les Japonais, par exemple, sont vraiment reconnus pour leur discrétion, leur politesse, là où les Français, des fois, ils parlent un peu fort, puis je peux me permettre de le dire parce que je suis française puis je parle fort. Oui, des fois, ça pique dans le micro, là. Au niveau de l'origine, donc, Paris, c'est une des villes les plus visitées au monde, hein? C'est la ville lumière, la ville de l'amour, comme tu l'as dit. Bref, dans la culture populaire, Paris, c'est vraiment la ville parfaite, hein? Tout goûte bon, tout est beau, tout le monde est bien habillé. Ça sent pas la pisse puis la merde à certains endroits. Ben, c'est ça, Paris, c'est aussi ça. C'est des gens pressés, des rues sales, des pickpockets. Fait que la réalité peut être un petit peu brutale pour certains touristes en raison des différences culturelles, comme tu le disais. La barrière de la langue aussi, ça peut expliquer l'apparition de sentiments négatifs, hein, parce que tu te fais difficilement comprendre. Certaines personnes ont l'impression que les Français se moquent d'elles, alors que c'est juste qu'il y a une incompréhension au niveau linguistique. Ils se moquent de tout le monde, mais... Potentiellement. Bref, c'est le psychiatre japonais Yoaki Ota qui l'a théorisé dans les années 1980, alors que de plus en plus de Japonais venaient visiter la capitale française. Il travaillait au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, puis il a remarqué que certains compatriotes en voyage étaient bouleversés au point d'avoir besoin d'un suivi psychologique, voire d'être rapatriés au Japon de manière anticipée. C'est intense quand même. Hein? Oui, puis en 1987 seulement, il aurait noté des symptômes chez près de 200 Japonais. Là. C'est quand même énorme, là. Oui, non, c'est ça. Comme tu dis, au final, c'est quelques dizaines par année, mais peut-être que le décalage était encore plus grand à l'époque parce que un pamphlet, t'avais même pas accès vraiment là, à la ville puis à la culture. Là. Ben, c'est ça. Puis aujourd'hui, là, avec Internet puis l'accès à l'information, veux pas, les gens ont souvent accès à une image un petit peu plus proche de la réalité. Il y a encore le Paris un peu romancé avec les Emily in Paris puis tout ça. Mais... C'est pas vrai, ce show-là. En tout cas, je sais pas comment elle fait son argent dans le marketing. Je sais pas comment elle fait pour vivre où elle habite et acheter autant d'argent. Là. Acheter autant de linge. Ouais, acheter autant de linge, aller tout le temps au restaurant, etc. Là, je pense qu'il lui faudrait genre 10-15 000 € par mois là, pour vivre ce train de vie-là, ce qui n'est pas réaliste quand tu connais les salaires en France.
Fait que le syndrome de Paris est pas mal moins fréquent aujourd'hui que back in the days. Il est pas officiellement reconnu, mais ceci dit, on a quand même remarqué que beaucoup de touristes asiatiques avaient vécu un choc culturel en se rendant à la capitale. Détail intéressant. Ah bon, là, ça copie. Ouais, non, ça copie pas, ça s'inspire de Charles Beauchesne. Le syndrome de Paris fait référence à une sorte de laideur. Les gens se réalisent en fait que c'est pas tout aussi beau, tout aussi rose que ce qu'ils pensaient. Mais le contraire existe aussi. Il s'agit du syndrome de Stendhal, parfois aussi appelé le syndrome de Florence. Stendhal, c'est un écrivain français du 18e, 19e siècle et c'est un grand amateur d'art et d'architecture. Il a fait un voyage à Florence, d'où le nom. Florence qui est en Italie, et il a vécu une sorte de malaise-vertige après avoir vu l'architecture de la ville et certaines œuvres d'art. C'était trop beau. Ben, c'est ça. L'exaltation est tellement forte devant tant de beauté que le rythme cardiaque s'accélère, la respiration devient plus difficile, on est parfois pris de bouffées délirantes et ça peut même mener à une crise d'angoisse donnant l'impression qu'on est en train de mourir parce que ce qui nous entoure est trop beau. Wow. C'est fou, hein? Vive Florence. Ben, les personnes particulièrement sensibles, émotives ou qui se laissent facilement impressionner, n'allez pas là, mais vous êtes aussi les personnes les plus touchées. Non, mais allez là, c'est vraiment une belle ville, là, par exemple. Il existerait également une variante religieuse qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. La ville est particulièrement importante là, pour les 3 religions monothéistes, comme tu t'en doutes. Donc, il y a certaines personnes qui vont en pélerinage et qui sont parfois prises justement d'une forme de malaise devant la beauté et le poids dans l'histoire de certaines reliques qui s'y trouvent, justement. Oui, ben c'est difficile de réagir avec le contexte actuel dans le coin, là, fait que je vais m'abstenir de blaguer. Je vais faire un petit aparté, mais that's it. Je vais passer très vite là-dessus. On laisse de côté les syndromes du voyageur. Connais-tu le syndrome de Munchausen? Non, puis je pourrais pas te l'épeler non plus. Ah, j'aimerais ça que tu me l'épelles, par contre. Manchausen. Non, pas en tout. M-U-N-C-H-H-A-U-S-S-E-N. Je pense qu'il y a 2 S, je suis plus sûre. Fuck all proche. Bref, si ça peut te donner un indice, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans Stat. Bon, c'est une affaire médicale, là, de genre quelqu'un qui s'hallucine des affaires, s'imagine que Normand D'Amour, c'est un vrai médecin. Ben, t'es pas loin au niveau de l'hallucination des affaires. On parle aussi de troubles factices pour désigner ce syndrome-là. Donc, les personnes qui en sont atteintes vont simuler, exagérer ou provoquer volontairement des symptômes de maladie dans le but d'attirer l'attention, de susciter la sympathie ou d'obtenir des soins. Ça entraîne donc une forme de nomadisme médical, c'est-à-dire que la personne va voir plusieurs médecins, effectuer plusieurs examens, tester plusieurs traitements, etc. La différence avec l'hypocondrie, c'est que les personnes savent très bien qu'elles sont pas véritablement malades. Fait que genre, c'est vraiment juste pour l'attention et non pas parce qu'ils pensent être malades. Ouais. Ou du moins, il y a peut-être un déréglage mental où ils se rendent pas compte qu'ils le savent, là, mais en tout cas... Ben, les raisons derrière ce trouble-là sont vraiment complexes, hein, on se le cachera pas, puis on se les explique pas toujours bien, mais ça peut venir, comme tu dis, d'un besoin d'attention ou de reconnaissance, des traumatismes ou de la négligence vécue durant l'enfance, des expériences médicales négatives ou même, justement, un trouble dissociatif ou de la personnalité. Au niveau de l'origine, t'as-tu une idée? C'est quelqu'un qui habitait à Munchausen, puis qui faisait tellement chier le personnel hospitalier qu'ils ont décidé de le nommer le nom de cette ville-là. J'avoue, pour cela, j'ai triché un peu. Il y a bel et bien une ville en Allemagne qui s'appelle Munchausen. Oh il y a même un village de 799 habitants qui porte le même nom dans un coin de l'Alsace. Est-ce que la personne s'appelait aussi Munchausen? Ben non, le syndrome n'est pas relié à la ville ou au village. Il serait plutôt relié au baron de Munchausen, qui a vécu au 18e siècle. Carl Friedrich Hieronymus von Munchausen, de son nom complet, était un officier reconnu pour exagérer ses récits de voyage et garnir ses aventures militaires de mensonges pour embellir la réalité. J'ai pogné un poisson gros de même! Ouais, c'est ça. En 1786, il est même devenu le personnage principal du roman Les aventures du baron de Munchausen, qui est évidemment romancé. Là. Il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies. Là. Dans ce livre-là, il est dépeint comme un menteur compulsif, voire pathologique, qui raconte avoir été sur la Lune à l'aide d'un boulet de canon et avoir dansé avec Vénus, la déesse de l'amour. Là.
Ouais, des choses normales, là. C'est ça, chose qu'il n'a pas racontée, mais ceci dit, il était quand même reconnu pour... Embellir un petit peu la réalité. Avec le temps, ben, il est devenu évidemment une figure populaire de la littérature allemande et même européenne. Et en 1951, le psychiatre Richard Asher il a donné son nom à ce trouble-là en référence au fait justement d'inventer des histoires incroyables. Détail très dark. OK. Le syndrome de Munchausen par procuration existe. Ça, c'est une personne qui va provoquer ou simuler des symptômes chez une autre personne pour paraître comme un aidant naturel dévoué. C'est le genre de personnes qui vont des fois publier comment on appelle ça? Genre des trucs comme, mettons, mon enfant est malade, puis genre, donnez-moi de l'argent. Exactement, là, tu sais, ils vont faire genre des GoFundMe puis tout ça, mais puis inventer que, mettons, leur enfant a le cancer ou des choses comme ça. Le plus souvent, ce sont justement des parents qui vont inventer une maladie à leur enfant. On a aussi vu des cas où le souffre-douleur était un animal de compagnie. Donc, le nomadisme médical se transforme en nomadisme vétérinaire. Et le problème avec ça, ben, c'est que ça peut aller très loin jusqu'à rendre l'enfant ou l'animal malade pour vrai. C'est ça, lui donner des trucs pour qu'il soit malade, pour que ça paraisse plus. Jouer avec sa vie, etc. Tu sais, par exemple, faire des saignées pour créer une anémie, injecter de l'insuline, des choses comme ça. Ce qui revient à de la maltraitance. Absolument, là. Donc, 100%. Puis ces personnes-là sont très bonnes justement pour manipuler le corps médical. Souvent, elles travaillent dans le milieu de la santé parce que ben elles ont une certaine connaissance puis tout ça qui rend justement cette manipulation un petit peu plus facile. Puis elles veulent justement se rendre un petit peu indispensables, avoir cette image un petit peu là, de sauveur, de parents vraiment dévoués, etc. Donc c'est un trouble qui a été justement dépeint dans Stat, mais j'en dis pas plus si jamais vous voulez vous taper les 600 épisodes. Fini l'Europe maintenant, on se transporte en Amérique du Sud pour notre dernier syndrome du jour. Okay. Aurais-tu une idée de ce qu'est le syndrome de Lima? Lima, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être lié avec là-bas. T'as l'impression que t'as chaud, mais t'as pas chaud pour vrai. Non, pas du tout. En fait, c'est tout simplement l'inverse du syndrome de Stockholm. Okay. On boucle la boucle. Au lieu que ce soit les otages qui éprouvent de l'empathie pour leur ravisseur, ce sont les bourreaux qui en éprouvent pour leurs victimes. Ils deviennent alors attentifs aux besoins et aux émotions de leurs otages. Ils peuvent aussi remettre en question la légitimité de leurs actes, ressentir une forme de culpabilité, voire relâcher leurs otages, entre guillemets, plutôt que prévu. Là. Ouais. Tu t'en doutes peut-être, le syndrome de Lima a été identifié pour la première fois à Lima, capitale du Pérou. Ce qui s'est passé, c'est que le 17 décembre 1996, l'ambassade du Japon à Lima est prise en otage par 14 membres du mouvement révolutionnaire Tupac Amaru durant une cérémonie où plus de 500 personnes étaient présentes. Donc, il y avait plus de 500 otages, notamment des diplomates et des figures politiques. Le but de la prise d'otage, c'était de faire libérer 400 confrères emprisonnés et d'amener des changements là, au niveau du gouvernement. On est un peu plus loin que le gars qui voulait en libérer juste un pour venir avec lui à la banque. Là. C'est ça, exact. Sauf que, rapidement, certains membres du groupe ils ont commencé à remettre en question leurs gestes. Dès la première nuit, en fait, après quelques négociations, ils ont commencé à relâcher une majorité des otages, ceux qu'ils appréciaient le plus. Au fil des jours aussi, les autres otages restants, ils gagnaient de plus en plus le respect du groupe armé. Ils mangeaient, ils s'entraînaient, ils discutaient ensemble. Fait que ça leur permettait de nouer une relation en quelque sorte. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est que les derniers otages, ils ont été libérés 4 mois plus tard. OK, ça a duré pas mal plus longtemps que 6 jours. Encore une fois, tout est décuplé, là. Ouais. Le 22 avril 1997, les forces de l'ordre ont réussi à pénétrer dans l'ambassade où il restait encore 71 otages captifs. Elle devait être best chum rendu là. Ouais. Bilan, les 14 ravisseurs ont été abattus après s'être rendus. Malheureusement, il y a aussi 2 soldats et un otage qui ont perdu la vie dans cet événement-là. Fait que le 6 jours de tantôt à Stockholm, c'est de la petite bière à côté. Là, je suis en train de me dire, est-ce qu'il était rendu vraiment ben chum avec les 74 ou il les détestait tellement que genre, c'est les seuls qui ont pas ramené? Genre comme toi, t'es vraiment exécrable, c'est sûr, je te garde. Genre, il y a aucune chance que je te sorte, là. Détail historique un peu dark. C'est toujours historique, effectivement, aujourd'hui. Oui, mais un autre détail. Nos épisodes plus historiques font souvent référence à la Première Guerre mondiale et celui-ci n'y manque pas. Je te ramène à un de nos premiers épisodes où tu as parlé de la trêve de Noël. Pour résumer, là, ce moment de l'histoire, c'était une forme de fraternisation avec l'ennemi ou... Oui,
C'est ça. Ils s'entendaient bien. Mais allez écouter l'épisode. Ben, allez écouter l'épisode, j'en dirais pas plus. À proprement parler, la trêve de Noël, c'est pas nécessairement un syndrome de Stockholm ou un syndrome de Lima. Non. Mais ce moment-là de l'histoire a tout de même donné lieu à un dicton qu'on peut rattacher au syndrome de Lima. À la guerre, on devrait toujours tuer les gens avant de les connaître. Ben, oui, effectivement, parce que ça devient beaucoup plus difficile, apparemment. Là. Je veux dire, je n'ai jamais été à la guerre. T'as jamais fait ça, toi? J'ai jamais fait ça. Non, mais c'est vrai que ouais, j'ai déjà entendu ce dicton-là, puis c'est logique, puis c'est là que tu vois que c'est ridicule la guerre. Ouais, c'est ça. C'est logique, mais on le cautionne pas nécessairement. Non, effectivement. Non, mais on cautionne d'apprendre à les connaître. Ouais, mais on cautionne pas de les tuer. Non, mais justement, t'apprends à les connaître et tu pas. Voilà. OK. Bon. Ben, c'est ce qui m'a fait à ma partie. Ben, très grosse partie, mais vraiment chargée d'informations super intéressantes pour vrai. J'aurais pas su pour la plupart d'entre elles et... Je pensais vraiment que t'allais être meilleur que ça. Ben, écoute, je me souvenais pas que je t'avais partagé une information, puis je me souvenais pas du nom, fait que... Ouais, c'est ça. Mais après ça, Lima, comment veux-tu que je devine? Non, Lima, je savais que t'allais pas le deviner. Munchausen, peut-être que t'en avais entendu Mais parler. inquiète-toi pas, je vais prendre ma revanche, puis on va voir si t'es si bonne que ça. OK. Hélène Maillé. Parce que, bon... C'est double quiz aujourd'hui. Double quiz. Ouh. Parce que, bon, si on va un peu, là... pour expliquer ma partie, ben, comme bon nombre d'entre vous savez déjà, c'est pas par hasard que les sujets qu'on aborde dans nos épisodes sont thématiquement similaires. Hein? Toi et moi, on se partage nos idées en amont, puis on tente d'aligner ensemble. Ouais. Parfois, c'est simple, puis les liens on sont se partage évidents. juste pas nos découvertes. Non, là. exact. On sait le thème général. Puis pour l'épisode d'aujourd'hui, ben, j'avais mis quelque chose en stand-by, puis finalement, j'étais vraiment pas emballé par le sujet ou par le lien. Puis c'est juste quand on a enregistré notre épisode 47, qui parlait des prix Nobel et Ig Nobel, en tout cas dans ma partie, que là, j'ai fait genre, hey, je pense que je peux avoir un bon lien en parlant des noms de prix. Oui. Parce que, bon, tu as été surprise un peu sur qu'est-ce que Alfred Nobel a fait pour ça. Puis là, je me suis mis à me questionner sur les noms de d'autres prix. Parce que, tu sais, il y en a, c'est évident. Là, le prix du meilleur pâtissier, ben, ça récompense le meilleur pâtissier. Pour vrai? Oui, c'est fucking même. Mais il y en a d'autres qu'on connaît moins les origines, comme j'ai mentionné tantôt, les Oscars. Ouais. Ou pourquoi est-ce qu'on parle des étoiles Michelin, par exemple? Effectivement. C'est quoi le rapport avec les pneus puis les restaurants? Ben, on va y arriver, mais je vais quand même vous demander de faire un peu preuve de patience, car comme tout bon restaurant Michelin étoilé, ben, il faut d'abord commencer par l'apéro, l'entrée froide, l'entrée chaude, avant d'arriver au plat principal. Oh mon Dieu, c'est un set service, là. Oui, madame, on est dans un set service aujourd'hui. Fait que, allons-y de ce pas avec les petites bouchées, histoire de s'ouvrir l'appétit pour les explications plus complètes et complexes. Puis, ben, on va le faire un peu format quiz aussi, puis je vais te juger. Voilà. Je t'écoute. Si je te dis les Grammy Awards, d'où est-ce que ça vient selon toi? C'est une bonne question. Je sais pas, quelqu'un qui avait le surnom de Grammy qui a parti de ces prix-là. Ben, c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. Puis quand je l'ai appris, je me trouvais cave. Ça fait quelques années. Ben, je me sens très conne en ce moment-là. Créé en 1958, les Grammy Awards s'appelaient initialement les Gramophone Awards. Oui, c'est vrai. Ben, c'est pour ça, justement, que le trophée, c'est un gramophone. Oui, c'est comme tout est là pour que tu le saches. C'est vrai. Ah, en plus, je le savais. Je l'avais déjà lu. Ben, c'est comme le syndrome de Paris, tu vois. C'est exactement ça. Ouais. Fait que... Je dois avoir un syndrome de Montréal que tu oublies des choses que tu savais, là, je sais pas. Donc voilà, si vous ne le saviez pas à la maison, c'est correct. Nous aussi, on était comme, mais voyons, la première fois, puis en le réalisant là. Mais il n'y a jamais d'apprentissage niaiseux. Des apprentissages inutiles, oui, mais niaiseux, jamais. Je suis sûre que tout apprentissage inutile peut devenir utile dans un contexte. Comme le contexte de se créer un podcast. Passons à l'entrée froide, c'est-à-dire les Emmy Awards. Aurais-tu une idée? Bon, là, c'est quelqu'un qui s'appelle Emmy qui a donné ça, là. Non. Emmy. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est-tu un acronyme? Tu l'auras genre pas. E-M-M... Ben là... Hey, la confiance règne, hein? Mais non, en fait, cette cérémonie-là, elle existe depuis 1949 et le nom originalement suggéré par le fondateur de l'Academy of Television Arts and Science, c'était Ike, en honneur du surnom qu'on donnait à l'iconoscope. L'iconoscope, c'est quoi, me demanderas-tu? Ben, c'est le premier tube de caméra de télévision électronique. Je comprends rien. Ben c'est ça, je pourrais vous expliquer son fonctionnement plus en détail, mais c'est pas le nom qu'ils ont retenu. Si c'est ça l'extrait, tu mets une image de ce que tu viens de parler parce que je comprends rien. Fait que de toute façon, c'était pas Ike.
Mais c'est une affaire de tube de caméra. Puis la raison pourquoi ils ont décidé de ne pas retenir ça, c'est que Ike, c'était aussi le surnom de Dwight D. Eisenhower, héros de la Deuxième Guerre mondiale et futur président des États-Unis. OK, il était pas encore président. OK, je comprends. Non, mais il était quand même très reconnu pour avoir participé grandement à la Deuxième Guerre mondiale comme général. Puis ben, il voulait un nom original, fait qu'ils ont dit, bon, on prendra pas Ike. Fait qu'on va se tourner vers un autre tube, l'image Orticon. OK. Ce qui a été développé pour améliorer les performances de l'iconoscope. Puis comme ben, je vous ai pas expliqué comment fonctionne l'iconoscope, ben, je vous expliquerai pas plus comment fonctionne l'Orticon. Mais sachez que le Image Orticon était, lui, surnommé le IMI. OK. IMMY. Puis ben, la statuette qu'ils avaient fabriquée pour les Emmy Awards ben, était sous forme féminine. Donc, ils ont féminisé le nom pour transformer IMI en Emmy. Mais les femmes, c'est pas des trophées. Non, mais ce trophée-ci est en l'image d'une femme. Je pense qu'il était à l'honneur, il l'a fait à la forme de sa femme. Je veux dire, l'horaire de personne, cette statuelle-là, mais selon la légende. Eh bien. Passons maintenant à la France pour parler des prix César, les prix de la cérémonie cinématographique française. Serais-tu l'origine? Ça a-tu un lien avec César, l'empereur romain? Là? Non, il n'y a aucun lien entre la petite Gaule, la romantique et la France, quoique ben, il y a une ville romantique là-bas. Oh mon Dieu! Non, le prix est en fait nommé en l'honneur du sculpteur du trophée, César Baldaccini. Pas celui qui parle au chien, là. Non, il n'y a aucun lien, c'est juste un sculpteur qui s'appelle comme ça. Et pas de lien non plus avec Jules César ou sa salade. Puis pour parler de ça, ben en fait, vous allez écouter l'épisode 39 où on explique s'il y a un lien. Fait que, est-ce que je vous ai parlé de ça juste pour faire un lien avec notre épisode? Absolument. Donc, juste pour se plugger soi-même. Exact. Mais là, avec des amuse-bouches puis 2 entrées, on est rendu aux plats principaux, en tout cas au moins au poisson, puis après ça, la viande après. Du poisson. Ben, c'est de même généralement dans les 7 services, c'est-à-dire les Oscars. Aurais-tu une idée de pourquoi ça s'appelle ainsi? Non, mais là, je peux pas croire qu'il y en a pas un que c'est que le gars qui a parti ça, il s'appelle Oscar, là. Ben, César, c'est un peu ça. C'est mais c'est pas lui qui a sculpté le truc, le trophée, il s'est fait mandater. Mais Oscar, c'est-tu en lien avec Oscar Wilde? Non, ça n'a pas rapport. Non, Oscar Wilde, c'est un auteur, ça, c'est pas les acteurs. Voyons. Ben, c'est ça, c'est comme genre, ben, j'en parle pas, mais comme les prix Hugo de science-fiction. Moi, dans ma tête, j'étais comme genre, c'est-tu Victor Hugo? Mais Victor Hugo faisait pas de la science-fiction, ça n'a pas rapport. En tout cas. Je connaissais pas ça, les prix Hugo. Eh ben, mais bon. Oscar. C'est une question piège. C'est-tu le squelette qui est utilisé dans les cours de biologie parce que c'est un incroyable acteur? Non. Mais la question, comme j'ai dit, c'est une question piège parce que ben, c'est pas le nom du prix, hein, c'est les Academy Awards. Oscar, ça n'a jamais été le nom, mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça ainsi dans ce cas-là? Parce que si ça s'est toujours appelé les Academy Awards, le nom n'a jamais changé depuis les 97 éditions. La personne la plus récompensée s'appelait Oscar. Non, ben en fait, il y a plusieurs personnes qui ont clamé être à l'origine du surnom de la cérémonie. Puis ben pour bien comprendre, il faut savoir que ben c'est une remise des prix qui existe depuis 1929. L'histoire la plus populaire quant à l'origine du surnom Oscar est attribuée à Margaret Henwick, libraire de l'Académie à l'époque. Okay. Celle-ci a déclaré en entrevue en 1938, donc 11 ans plus tard, que ceci est parti d'un running gag qu'elle avait avec son mari, comme quoi le trophée ressemblait à son oncle Oscar. Honnêtement, être l'oncle, je sais pas si t'as l'image en tête, pas full un compliment, là, ça a l'air de quelqu'un qui a eu trop de chirurgie plastique, là, mais apparemment, ça serait ça. Puis ça se serait spreadé. À la limite, ça aurait pu être les Ken, là, pour genre Barbie and Ken, là, je sais pas. Non, fait que son oncle chauve avec une mâchoire très carrée et un nez vraiment plat. Fait que ça serait spreadé à travers l'académie, puis d'autres gens recommençaient à l'appeler ainsi, en l'honneur de l'oncle d'une libraire de l'académie, ce qui est super random. J'adore. Sinon, selon Bruce Davis, un ancien directeur exécutif de l'Académie, par contre, l'honneur devrait plutôt revenir à Eleanor Lilburg, qui, elle, était secrétaire de l'Académie en 1929, donc au moment de la création des Oscars. Ouais. Là, attention, il faut me suivre, par contre. Oh boy, OK. Davis, le directeur, il aurait trouvé une mention dans l'autobiographie du frère d'Eleanor, une référence à un soldat norvégien nommé Oscar que tous les deux auraient connu. Tu dis l'autobiographie du frère, il était connu, le frère de l'autre? Non. Il a écrit, genre, sa propre histoire dans un journal. Je sais pas c'est qui. Peut-être qu'il était connu, mais... Fait que lui, il a lu l'autobiographie du frère de la fille, dans lequel le gars mentionnait un soldat norvégien qui s'appelle Oscar.
Fait que ça serait peut-être l'origine. J'aime mieux la première théorie. C'est ça. Parce que là où ça devient intéressant, c'est que le soldat était alors décrit comme se tenant toujours grand et fier, ce qui est un peu la posture de la statue des Oscars qui a son épée puis comme un peu une image de soldat. Fait que potentiellement vrai aussi, mais bon, difficile à savoir puis je préfère l'oncle random. Faudrait retourner dans le temps. Ben allons-y, en 1929. Les années folles. Ouais. Sinon, ben, j'ai aussi mentionné le guide Michelin et son système d'étoiles pour les restaurants. Puis si vous êtes comme moi, il y a quelques années, vous vous êtes demandé, ben, c'est quoi le maudit rapport avec le bonhomme Michelin puis la haute gastronomie? Hein? Parce que oui. J'ai une petite idée, moi, je pense. Ben, j'imagine que tu dois le savoir ou on en a déjà parlé. Puis si je me trompe pas, c'est que, ben, Michelin, comme on le sait tous, c'est des pneus. Ouais. Puis ils se sont mis à faire des guides pour inciter les gens à comme rouler plus. Fait qu'ils se sont dit, on va mettre les meilleurs restaurants, les meilleurs arrêts, etc. Puis tout ça, parce que, tu sais, s'ils mettent les restaurants côté une étoile ou qu'ils passent à Hell's Kitchen ou whatever, ben... les gens vont pas vouloir rouler pour aller à ces destinations-là. Fait que j'ai l'impression que c'était comme une tactique marketing pour justement que les gens achètent plus de pneus, roulent plus. Ben, t'es soit très intelligente ou soit tu te souviens très bien de notre discussion parce que c'est exactement ça. Ben, je me sentais vraiment conne jusqu'ici, fait que ça me fait du bien. Le tout a commencé en 1889 quand deux frères français, André et Édouard Michelin, ont décidé de partir leur compagnie de fabrication de pneus. Initialement, ils fabriquaient surtout des pneus pour vélo, mais ils en faisaient aussi pour automobile. Ouais. Puis, selon leur site, la France comptait alors un peu moins de 3000 voitures. Il n'y en avait pas beaucoup là, quand ils ont commencé à faire des pneus automobiles. Fait que c'était pas un marché très florissant, mais aujourd'hui, il y a 47 millions de véhicules au pays. Fait que, disons qu'ils ont fait un bon guess. C'est 11 ans plus tard, en 1900, que les deux frères ont eu une idée de génie à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris. Celle de créer un guide publicitaire à l'achat de pneus, qu'ils soient de vélo ou de voiture. Puis, ben, dans le fond, le guide était gratuit, donné à ce moment-là. Puis le guide contenait des informations telles que comment changer un pneu, puis des cartes routières, où s'arrêter pour mettre de l'essence, par exemple, puis des publicités de garagistes, d'hôtels, puis de médecins. Fait que dans le fond, c'était plus une map générale, puis bon, les commerces à l'époque mettaient plus des publicités pour dire venez chez nous, plutôt que eux disaient, que Michelin directement disent va à tel hôtel. Tout le monde était gagnant dans le fond, là. Oui, ben en fait, c'était publicité, fait que c'était pas nécessairement. Oui, mais dans le sens, je veux dire, oui, les commerces payaient probablement Michelin pour apparaître dans ce carnet-là ou peu importe, puis tout ça, mais tu sais, eux, ils gagnaient de la publicité. Les gens, il y avait une map, il y avait plein d'informations sur comment changer un pneu et il y avait aussi des suggestions d'arrêt. Puis ben Michelin, ils vendaient des pneus. Fait que... Ben c'est ça. L'objectif, c'était de permettre aux gens d'être mieux équipés lorsqu'ils voyagent, les rendant plus enclins à faire plus de routes et donc d'user davantage leurs pneus, résultant à plus de ventes pour Michelin. Comme j'ai dit, le guide était initialement gratuit, mais il est devenu payant en 1920, après que André Michelin ait vu un de ses guides servir pour mettre une table à niveau. Puis il aurait déclaré qu'un homme ne respecte que ce pourquoi il a payé. C'est quand même très vrai. C'est pas faux. Fait que, voulant tout de même que les gens aient envie de payer pour leur guide, Michelin a alors ajouté à son guide une liste de restaurants classifiés en différentes catégories. Fait que c'est là que ça a commencé de mettre vraiment des notes au resto. Le guide devenant de plus en plus populaire par la suite, Michelin s'est mis à récolter les commentaires des clients directement, puis à envoyer eux-mêmes des inspecteurs anonymes pour noter ces restaurants-là, puis mettre de plus en plus quelque chose de précis comme note et non juste les publicités. Il n'y avait plus les publicités quand ils sont mis payants parce qu'on le fait vraiment un guide clair d'où est-ce que vous devriez aller, quel type de restaurant vous devriez aller, si vous voulez un restaurant chic, un restaurant italien, etc. Question timing aussi, je me suis trompée tantôt, là, j'ai dit que 1929 c'était les années folles, mais en fait c'est le krach boursier, les années folles c'est juste avant, fait qu'il était en plein dans les années folles où les gens sortaient beaucoup plus aussi. Fait que clairement que ça l'a aidé là, niveau timing. C'est ça. C'était en 1926 que le guide s'est mis alors à donner ce qu'ils appelaient les étoiles de bonne table. À l'époque, c'était vraiment juste une étoile qui disait genre « allez là, c'est vraiment meilleur ». Le système a évolué finalement au bout de 5 ans pour mettre une hiérarchie de 0 à 3 étoiles qui, ben, the rest is history. Donc, c'est 0, fou, là, c'est le restaurant comment c'est gros, là, aujourd'hui, avoir une étoile Michelin, là. C'est ça. Puis, ben, ça a parti d'une compagnie de pneus qui voulait juste que tu roules plus. Donc, ça met fin à nos plats principaux, mais il nous reste encore de la place là, pour du fun fact. Fait que, du dessert. Oui, fait qu'on va augmenter un peu la difficulté. Oh boy! Toi qui as étudié un peu en journalisme, saurais-tu me dire l'origine du prix Pulitzer?
Ben, je sais qu'il y a il me semble que c'est Joseph Pulitzer, son nom. OK, bon, j'augmente la difficulté pour des gens qui n'ont pas étudié en journalisme comme toi. Oui, effectivement. Merci la Belgique. Effectivement, relié avec Joseph Pulitzer. Sais-tu qui était ce Joseph? C'est un journaliste très connu, mais là, écoute, c'est loin, là, mes cours de journalisme. Là, je m'en souviens plus, honnêtement. Mais c'est un journaliste hongrois qui a fondé le prix lui-même en 1917. OK, c'est ça, il l'a fondé, j'étais plus sûre. Puis, il est reconnu pour avoir grandement fait avancer le journalisme à l'époque, en étant un précurseur au niveau du journalisme d'investigation, puis du journalisme engagé. Puis, tu sais, il est aussi responsable d'avoir donné de l'argent à l'Université de Columbia aux États-Unis pour ouvrir la première école de journalisme. Fait que, tu sais, c'est quand même une figure très marquante au niveau journalisme. Mais là où ça devient rigolo, par contre, c'est que Pulitzer, il n'est pas juste reconnu pour ça. OK. Mais en quête de succès pour son journal, puis avoir de plus en plus de gens qui lisent ce que lui écrivait, il a aussi été mené à avoir différentes rivalités avec d'autres journaux, dont avec William Randolph Hearst du New York Journal. Puis ces rivalités-là, ils ont mené, entre autres, au développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme jaune. Est-ce que tu te souviens c'est quoi du journalisme jaune, Hélène? Le sensationnalisme, non? Exactement, c'est le journaliste de piètre qualité qui joue sur le sensationnalisme, la violence. Exactement. Donc oui, le gars du prix du journalisme est responsable du pire fléau qui touche les journaux de nos jours. Donc c'était vraiment deux journaux à New York qui se compétitionnaient puis qui essayaient juste de vendre de plus en plus. Puis l'origine du terme yellow journalism, donc le journalisme jaune, proviendrait d'ailleurs de cette rivalité-là même. Le New York World, mené par Pulitzer à l'époque, avait une bande dessinée mettant en vedette un enfant portant un manteau de pluie jaune qu'on surnommait le Yellow Kid. OK. Éventuellement, Hearst, l'autre gars, il a convaincu le caricaturiste de venir à son journal à lui. Puis, le gars il a continué de dessiner son bonhomme dans le nouveau journal sous un autre nom d'histoire. Là. Fait que, au lieu d'être le nom X, c'est le nom Y. Mais là, Pulitzer ne voulait pas perdre sa bande dessinée super populaire. Fait qu'il a juste demandé à un autre gars de continuer à dessiner son histoire. Fait qu'il y avait deux journaux qui étaient en compétition qui dessinaient le même personnage, menant à ce qu'on les surnomme de Yellow Kids Journal. Ouais. Puis après, vu qu'ils faisaient du sensationnalisme, on a fait le lien que les Yellow Kids Journal, ils font un peu de la merde au niveau journalistique. Oh wow! Ça, je savais pas ça par contre. Donc voilà, fascinant comment que les choses peuvent évoluer. Puis maintenant que votre fin tire à sa fin, laissez-moi terminer avec un petit bonbon qui est similaire au précédent. OK. Les prix Albert Lasker. Bon, j'imagine que le gars qui a inventé le prix s'appelle Albert Lasker. Oui, félicitations encore une fois. J'ai aucune idée c'est quoi ce prix-là, par contre. C'est normal. C'est juste que son histoire, je la trouvais vraiment intéressante. Puis on n'est pas obligé de parler juste des prix super connus. On va voir si c'est du sensationnalisme que tu nous fais là. Un peu. Ce prix-là, il est surnommé America's Nobel. Oh boy! Ce qui me fait quand même rire, puis boucle bien la boucle avec l'idée initiale de l'épisode. Puis en fait, ça récompense les plus grands avancements au niveau de la recherche médicale aux États-Unis. Donc, c'est juste médical, par contre. Oui, c'est vraiment juste médical. Okay. Mais qui était Albert Lasker, me demanderas-tu? Était-il un médecin renommé ou était-il un autre grand sculpteur? Non, Lasker est reconnu... Tu me dis que c'est les boires du coin de la rue, là? Non, mais c'est le père de la publicité moderne. Puis, ma foi, c'est un personnage fascinant sur lequel j'avais vraiment envie de terminer. OK. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà écouté Mad Men, ils se souviendront peut-être d'un épisode où Don Draper trouve un slogan pour vendre les cigarettes Lucky Strike en disant « It's toasted ». Qui, dans le fond, veut dire genre, tout est toasté, mais on s'en fout. Genre, tu fais juste le vendre d'une façon qui donne l'impression que ta cigarette est meilleure. C'est littéralement Lasker qui a eu cette idée-là. Parce que le show est, entre autres, basé sur lui, sur d'autres hommes de l'époque. Genre, inspiré de sa vie, un peu. Inspiré sur certaines de ses idées. Puis c'est là que c'est fascinant parce que, le gars, il a peut-être aussi eu l'idée de dire aux femmes que fumer des Lucky Strikes, c'était bon pour rester mince. Mais tu sais, c'est pas comme si il allait, après ça, créer un prix qui récompense la médecine, hein? Ça, là, c'est genre Unilever, là, qui a genre Always puis Axe, là. C'est que genre Always sont comme ou Dove, là, je me souviens plus. En tout cas, qui sont full c'est comme... pour la femme, puis après ça, genre... Faut inspirer la confiance en soi chez les filles, blablabla. Puis à côté, t'as Axe, que c'est genre les femmes sont des objets sexuels, là, puis qu'ils sont attirés juste par une odeur de parfum.
Ouais, le slogan qu'il y avait eu, donc c'est avant le It's Toasted, c'était « Reach for a lucky instead of a sweet ». Fait que dans le fond, au lieu de manger des bonbons, fume-toi une smoke parce que ça va te couper l'appétit. Ça, c'est fucking drôle. Puis là, ben, je niaise avec ça. On est passé des cigarettes à Ozempic, je sais pas c'est quoi le mieux. Ouais. Puis là, je niaise avec ça parce que c'était comme ça que je voulais faire l'épisode. J'étais comme, c'est drôle, le gars qui a inventé le prix de médecine. Il promouvait des tops. Mais yo, le gars, là, il a influencé notre vie. Attends, tu m'as dit yo? Yo! Il mérite un yo parce que Lasker, il est reconnu pour avoir, entre autres, on va y aller une étape à la fois, contribué à rendre le jus d'orange populaire aux États-Unis. Attends, quoi? Oui, parce que les producteurs d'oranges californiens produisaient plus d'oranges qu'ils étaient capables d'en vendre, puis ils étaient obligés de couper des arbres, là, littéralement, parce qu'il y avait des problèmes. Mais clairement qu'il y avait beaucoup de gaspillage. C'est ça. Lasker, il aurait permis de sauver l'industrie en faisant augmenter les ventes de 400%. Mais comment? En faisant des publicités pour dire genre comme fais pas juste la manger, bois-la. Fait que là, il faisait des pubs de genre détruis ton orange puis fais du jus avec. Fait que t'as besoin de plus d'orange pour faire un jus que pour la manger. OK. Fait que il a fait passer genre le monde qui jus mangeait d'orange frais, une demi-orange à 2 oranges et demie par jour. Oh wow! Ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'est aussi lui qui a inventé le terme pneus 4 saisons pour aider Goodyear à vendre ses pneus, même si on sait que c'est de la merde l'hiver, ces pneus-là. C'est aussi lui qu'on peut remercier pour le succès de Palmolive. OK. C'est lui qui a fait populariser les raisins secs Sun-Maid. Mais attends, mais Palmolive, pourquoi? On sait-tu? Ben dans le fond, c'était des compagnies qui marchaient vraiment pas. Ouais. Ils sont allés le voir puis ont dit « Aide-moi », puis il est juste comme... Faites une pub avec des petits canards que vous nettoyez puis ça va fonctionner, c'est ça? Ben en fait, c'est qu'il réussissait pas à se démarquer. J'ai pas full de détails sur Palmolive, Okay. Là j'en ai plus sur les autres d'après. Il a aussi investi dans les Cubs de Chicago, convainquant par le fin même le président des gommes Wrigley de le rejoindre sur le board des directeurs puis faire changer le nom du stade de Cub Park à Wrigley Field, qui est un des noms de stades les plus reconnus. Ouais. Fait qu'il est comme un peu le père des stades qui font de la pub par des noms comme ça. Puis là, il est marquant, le monsieur, là. Mais on s'arrête encore pas là. Je sais qu'on est rendu complètement hors sujet avec ce que je dis initialement, mais il faut que je continue sur ce monsieur-là. Une de ses clientes, c'était Kimberly Clark, une femme fabriquant des bandelettes pour faire des bandages pendant la Première Guerre mondiale. On revient encore à la Première Guerre mondiale. Ouais. Lorsque la guerre s'est terminée, l'armée a annulé une commande de 375 tonnes de ses produits de bandelettes. Puis là, ben, elle avait besoin de trouver un plan B. Puis ben, elle a découvert que les infirmières de l'armée utilisaient ces bandelettes-là lorsqu'ils étaient dans leur semaine. Elle a essayé de vendre son produit dans les pharmacies, ça marchait pas. Fait qu'elle est allée voir... Ça l'absorbait pas assez. Non, ben les femmes n'avaient pas le réflexe d'acheter, etc. Ouais. Fait que lui, il s'est dit, il faut que je trouve un terme pour les aider à vendre, comme il a fait pour les pneus 4 saisons. Puis c'est lui qui est venu avec l'idée du terme « serviette sanitaire ». Ben non. Puis là, c'était pas encore assez outré. Ben, Kimberly Clark... Il y a un mélange d'émotions, là. Kimberly Clark, elle avait un autre produit. Pas les tampons? Non. Un tissu fin utilisé pour nettoyer les masques à gaz qu'elle savait pas comment vendre une fois que... Les lingettes pour bébé, genre? Non. C'est un petit tissu qui, là, comme ça, elle savait pas comment vendre, mais qui a dit « Ah, tu pourrais t'en servir pour enlever du maquillage. » Puis ben, Lasker, il a dit « Ah, bonne idée, mais on pourrait appeler ça, je sais pas, Kleenex. » Quand t'as répété nettoyer, j'ai fait, c'est sûr, c'est les Kleenex. Mais le gars, il est partout! Il a inventé le monde, là! C'est ça, genre toutes des affaires de nos jours. Fait que tu comprendras qu'il est devenu riche en sapristoche, lui permettant de verser 45 millions de dollars dans les années 40, là, on se le rappelle, là, à la recherche pour le cancer. Bon, ben au moins, il a fait une bonne action, là. Fait que c'est ça, il s'est un peu racheté sur les cigarettes initialement, puis ben, il a aidé, in the end, à vraiment récompenser les gens en médecine. Ouais. Fait qu'il a changé le monde sur des affaires un peu weird de consommation, mais tu comprends un peu mieux, finalement, pourquoi il a créé le prix de médecine. Ouais. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant de finir sur ce prix non connu, mais avec cet homme si fascinant. Puis j'espère que tu as apprécié. Ah mon Dieu, ben vraiment, là, de un, j'ai appris beaucoup de choses parce que je vais me coucher vraiment moins niaiseuse. Ah oui, on sort de ça là, vraiment comme... Mais tu sais, c'est ça, je travaille en publicité dans la vie, puis je connaissais pas cette personne-là en toute franchise, là. Pneus 4 saisons, aider à faire connaître les Kotex, les Kleenex, le jus d'orange. What the fuck? Mais c'est ça, puis tu sais, des fois, on dit comme, il y a des entreprises qui vont dans genre plusieurs industries, puis t'es comme, restez focus sur votre première industrie, mais là, lui, genre... Ben, c'est un gars de vente, là, de publicité. C'est ça. Puis c'est lui qui est venu à populariser l'idée de, pas juste, explique c'est quoi ton produit, why,
Le Sell why... me that pencil. Ouais, c'est ça. C'est comme pourquoi ton produit versus un autre. Ouais. Il y avait même un de ces slogans, je me souviens plus c'était pourquoi, qui disait genre comme essayez notre compétition. Oh, wow! Comme pour dire, hey, t'es tellement confiant de ton produit. C'est ça. Le gars était nice, là. Oh, wow! OK, ben je vais clairement aller plus lire sur lui parce que ce genre de personnage me fascine. Me fait peur, mais me fascine aussi. Puis sinon, ben j'imagine que c'est ce qui met fin à l'épisode. Absolument, mais un épisode très chargé. On a vraiment gardé le meilleur pour le dessert. Ben, j'adore. C'était vraiment ça l'objectif. J'adore. Ben écoutez, si vous avez aimé cet épisode, on vous invite évidemment à nous suivre sur les plateformes, vos plateformes d'écoute préférées. On est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, même Deezer, même si je pense pas qu'on est sur LimeWire. On est également sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, TikTok, toutes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à interagir avec nos contenus, ça nous fait tout le temps plaisir. À nous proposer aussi des idées de contenu s'il y a des questions que vous vous posez puis que vous avez trop la flemme de faire la recherche. Ben, on est là pour ça. Exact. Puis sinon, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Bye!